Salut à toi, Jeanne Magicos, et bienvenue sur ce nouveau podcast. Un podcast où je vais te parler des ateliers pour enfants. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait durant ma carrière, que j'ai un petit peu arrêté ces dernières années, que je reprendrai peut-être après le Covid, on verra comment ça redémarre. Euh, mais voilà, alors il faut savoir, moi pour la petite histoire, avant d'être magicien, j'étais animateur, donc moi j'ai un diplôme d'éducateur sportif. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les centres sociaux, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Voilà, et en fait quand je suis devenu magicien pro, je me suis dit bah pourquoi pas continuer à faire un petit peu ça, mais juste uniquement avec la magie. Donc c'est-à-dire j'ai arrêté totalement de faire autre chose comme animation que de la magie et me consacrer vraiment à que des ateliers magiques quand je devais intervenir avec des jeunes. Voilà. Alors, en termes de prérequis, déjà pour le faire, il faut savoir que donc, bon, moi, comme j'ai un diplôme d'État, j'ai pas de problème, mais si tu n'as pas de diplôme, c'est pas un problème, mais il faut être conscient que légalement, tu peux pas être tout seul avec des jeunes si tu n'as aucune expérience et aucun diplôme. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est assez souple hein, quand même. Comme en général, c'est un marché qui manque de monde parce que ça paye très mal l'animation. C'est assez souple au niveau des lois. Donc la loi, elle dit que les centres sociaux, etc., enfin tous les centres qui encadrent des jeunes, ont le droit à 50% de non-diplômés. Donc quand on dit non-diplômé, c'est pas de diplôme. Après, donc diplôme dans l'animation, c'est pas forcément grand-chose, hein. Ça peut être juste un BAFA, c'est un diplôme. Donc un BAFA, BAFD, un BPGEPS, voilà. Euh, donc, toi, tu pourras quand même intervenir, mais en général, ils te mettront un animateur avec toi. Voilà. Alors, c'est pas obligé. Tu verras, de toute façon, de toute façon, c'est eux qui connaissent la loi, donc ils se mettront pas en porte-à-faux par rapport à ça. Et puis, de toute façon, en général, voilà, ils vont regarder. S'ils voient que tu es assez à l'aise, que tu arrives à gérer le groupe, peut-être qu'ils bon, ils arriveront à se détacher. Mais en général, au début, ils mettront quelqu'un avec toi quand même, parce que légalement, il faut quand même quelqu'un pour les encadrer. Après, toi, au niveau de tes prérequis perso, même si tu n'as pas de diplôme, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un diplôme pour faire un atelier avec des mômes. Il faut juste savoir si toi déjà c'est quelque chose qui te plaît, si c'est un public qui te plaît, et si tu te sens capable d'encadrer ce genre de public. Par exemple, moi, je sais que c'est pas un public qui me plaît en tant que spectateur. C'est pour ça que je fais pas de spectacle pour enfants. Par contre, bon, j'ai l'habitude de gérer ce genre de public sur des ateliers, sur des animations. Donc là, ça me pose pas de problème, mais je fais pas de spectacle pour enfants. Donc voilà, globalement, toi, le seul prérequis que tu as, c'est savoir si tu arrives à te faire respecter un minimum, parce que c'est quand même un public un peu spécial, quand même, les enfants. Ça bouge beaucoup, surtout là, les nouvelles générations. Moi, j'ai vu quand même au fil des années que c'était quand même de plus en plus dur à gérer. Donc voilà, mais si tu as un minimum d'autorité, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Donc tu peux le tenter. Et puis si vraiment tu sens que c'est pas un public qui te plaît plus que ça, que tu n'es pas à l'aise, tu peux toujours te réorienter sur, par exemple, la gériatrie, où finalement les ateliers vont être à peu près les mêmes, sauf qu'au lieu d'avoir des enfants, bah, tu auras des personnes âgées. Euh, alors évite la gériatrie plus, j'ai envie de dire, où vraiment les vieux sont vraiment Alzheimer, etc. Mais par contre, une maison de retraite avec des gens qui ont encore toute leur tête et toute leur mobilité, tu peux très bien le faire. C'est un public auquel on pense pas. Et pourtant, les maisons de retraite sont friands de ça parce que bah, ils savent pas trop comment les occuper. Là. Ils ont des résidents, ils savent pas trop comment les occuper. Donc, voilà. En termes de budget, il y a quand même pas trop de budget. Il faut savoir qu'en France, on met quand même un peu plus de budget dans nos jeunes que dans nos vieux. Donc, tu n'auras pas énormément de budget non plus hein, sur des mairies, des centres sociaux, mais il y a des chances que tu arrives quand même à le vendre un peu plus cher que, euh, que sur, euh, que sur des maisons de retraite. Voilà. Pareil, un autre cliché qu'on a tendance à croire, c'est que bah, il y a plus de budget sur les grosses mairies que sur les petites mairies. En fait, c'est pas la vérité. Moi, j'ai toujours vendu plus cher dans les villes un peu défavorisées, dans tout ce qui est ZUP, etc., plutôt que dans les grosses mairies. Par exemple, des mairies comme Courbevoie qui m'ont sollicité. Bon, en termes de budget, on passait pas, alors que sur des mairies, sur des centres sociaux dans des ZUP, ça passait. Parce qu'en fait, finalement, ils ont des plus grosses enveloppes. Ils ont des plus gros budgets sur ces zones-là, en fait. Donc, ne va pas croire que parce que c'est un endroit un peu défavorisé, ils n'auront pas d'argent. C'est pas vrai, c'est pas le cas.
Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh ben, monte un atelier et lance-toi. Et puis démarche les mairies, de toute façon, tes clients, ça sera soit les mairies. Alors à l'époque, et ça se fait de moins en moins, il y a eu une petite époque, je ne sais plus qui c'est qui avait mis ça en place, je crois que c'était Hollande, euh, qui avait mis l'école se terminait à 15h, 15h30. Et après, les enfants, ils avaient voulu faire un peu comme le système allemand. Et donc après, les enfants avaient des activités extrascolaires. Donc ils ont voulu faire un peu comme le système allemand, sauf que dans le système allemand, c'est l'éducation nationale qui gère. Donc en fait, c'est pas que les enfants arrêtent l'école à 15h, c'est juste qu'après 15h, ils font des activités sportives et autres, mais toujours encadrées plus ou moins par l'éducation nationale de là-bas. Alors que chez nous, en fait, ils ont laissé un peu les mairies se débrouiller en disant, bah, voilà, l'école c'est fini à 15h30, et puis après vous faites du périscolaire, débrouillez-vous avec les budgets que vous avez. Et donc, en fait, c'est devenu de la garderie parce qu'ils n'avaient pas de budget, donc ils ne pouvaient pas prendre de vrais intervenants, de vrais animateurs. Donc, ils ont fait un peu avec les bouts de chandelle qu'ils avaient, et puis finalement, les gamins, ils se retrouvaient dans la cour à jouer au ballon, quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Ça s'appelait les nappes, et c'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Je crois qu'il y a peut-être encore quelques mairies qui le mettent en place, mais c'est très rare. Bon, c'est dommage parce que ça faisait, pour le coup, il y avait beaucoup de travail à prendre en tant qu'animateur magicien. Après, tu as tout ce qui est centre aéré, centre socioculturel, qui peuvent t'engager. Même sur des entreprises. Alors, les entreprises, en général, ils vont te prendre une fois en one-shot en disant, bah voilà, sur la fin d'année, nous, pour les enfants de nos employés, on aimerait bien faire un petit atelier ou un truc. Pendant que les parents font par exemple un team building, ils veulent faire une journée familiale, bon ils font 2 heures de team building des parents et puis 2 heures de team building enfants, donc voilà, ça peut être jouable. Mais globalement, c'est pas ça le mieux c'est quand même de s'inscrire dans un cycle, donc c'est quand même de partir sur un truc en long terme. L'intérêt de ça aussi, c'est que ça t'apporte un fixe. Tu as dû lire mon livre Restaurant à volonté. Le restaurant, si on fait du restaurant, c'est pour faire du réseau, mais également pour se sécuriser, avoir un fixe. Alors là, les enfants, ça t'emmènera peu de réseau, à moins que tu fasses des spectacles pour enfants, et enfin des close-up, des goûters d'anniversaire plutôt, que des vrais spectacles pour enfants. Mais si tu fais du close-up pour enfants, ouais, ça pourra peut-être potentiellement t'amener quelques clients. Mais c'est surtout qu'en tout cas, ça va t'amener un fixe, et surtout, le gros avantage que moi je vois à ça, et c'est pour ça que je l'ai fait pendant longtemps, c'est que ça ne te bloque pas de soirée. C'est-à-dire que tu vas travailler de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30, mais ta soirée est libre. Et mine de rien, ça peut t'apporter des sacrés fixes. Moi, je sais que j'avais une période, j'avais un atelier par semaine avec un centre social, plus un atelier par semaine avec une mairie. Et du coup, j'ai plus les chiffres en tête, mais on était sur quelque chose comme, quelque chose comme 1 000 € par mois, quoi. Donc, avec 2 heures par semaine, tu t'apportes un fixe de 1 000 € par mois, c'est quand même cool. Donc, alors oui, ça te bloque un peu sur ces jours-là, euh, mais par contre, voilà, t'es quand même safe à ce niveau-là. Donc c'est quand même cool de faire ça pour avoir du fixe et surtout de pas te bloquer tes soirées. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que j'avais un vendredi, le vendredi de 16 à 17 ou 17 à 18, je sais plus vraiment, mais enfin, j'avais atelier avec les enfants et après le soir, j'avais un resto. Bon, c'est cool quoi, parce que quand tu as pris ton atelier à 150 € plus ton resto à 200 € le soir, bon, tu as fait une journée sur un vendredi qui en général, de toute façon, n'aura pas tellement de corpo. Tu as fait une belle journée. Donc c'est cool. On va passer maintenant, alors plutôt plus en détail sur, là c'était vraiment comment organiser ton atelier, vers qui t'orienter. On va passer plutôt maintenant sur le public cible. Le public cible, il faut savoir qu'en dessous de 6 ans, globalement, ça sert pas à grand chose d'y aller. Tu pourras toujours essayer, mais en dessous de 6 ans, déjà en termes de motricité, les enfants, ils sont pas encore archi développés. Et surtout, il y a en dessous de 6 ans, ils sont encore trop dans l'imaginaire. C'est-à-dire que tant qu'ils croient encore au Père Noël, ils croient encore à la magie. Et donc déjà, premièrement, c'est un petit peu dommage de leur casser le mythe de la magie, parce que pour eux, ils pensent vraiment que les magiciens ont des pouvoirs magiques. Et voilà. Après 6 ans, ils commencent à comprendre qu'en fait, la magie, il y a un truc. Donc là, bon, déjà, tu leur casses moins le rêve. Et surtout, avant 6 ans, en fait, ça les fera pas tellement rêver. Ça les intéressera pas plus que ça, la magie. Donc voilà. Donc le mieux, c'est vraiment de te concentrer sur les primaires.
Après, bon, évidemment, tu peux monter des ateliers pour ados, etc. Mais bon, après, on est presque des ados de 16 ans, c'est quasiment des adultes, hein. On sera sur les mêmes ateliers que des adultes. Mais oui, te concentrer sur les primaires. Alors, évidemment, tu pourras pas faire le même atelier avec un enfant de 6 ans qu'avec un enfant de 10 ans. Un CP et un CM2, évidemment, tu pourras pas faire la même chose parce qu'un CM2, il sait lire couramment, un CP, pas vraiment. Donc déjà, il y a plein de choses que tu pourras pas faire avec lui. Mais globalement, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai monté tout un atelier euh, qui va pour chacun. C'est juste, j'adapte après le rythme. Mais globalement, c'est la même chose pour les CM2 et des CP. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye par contre de les classer par tranche d'âge. Euh, Quand c'est possible, j'évite d'avoir des gamins de 6 ans avec des gamins de 10 ans parce que bah, les 6 ans, ils vont ralentir le groupe. Et puis les 10 ans, bah, ils vont très vite s'ennuyer si les petits ralentissent le groupe. Donc voilà, le mieux, c'est de les avoir par tranche d'âge. Tu fais CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Voilà, tu essayes d'avoir des groupes assez homogènes et ça devrait bien se passer. En termes de capacité, alors de toute façon, normalement, ça va dépendre de la structure où tu es. Mais globalement, de toute façon, tu n'as pas le droit d'avoir plus de 12 enfants, toi tout seul. Alors, s'il y a un deuxième animateur, ils vont te dire, ah bah ouais, on peut monter à 24. Ne fais pas cette erreur. Prends jamais 24 gamins. Tu ne pourras jamais faire un atelier avec 24 enfants. Entre 8 et 10, c'est bien. Si tu peux avoir un nombre pair, c'est mieux, parce que du coup, tu peux les faire travailler en binôme. Si tu as un nombre impair, c'est pas grave, tu prendras quelqu'un avec toi qui travaillera avec toi. Mais ouais, évite d'aller au-delà de 8-10, parce qu'après, ça commence à être ingérable d'avoir trop d'enfants. Pareil, au niveau de ton contenu, bon, après, tu fais globalement ce que tu veux, hein, c'est des ateliers, tu fais suivant ce que toi t'aimes faire. Si t'as pas trop d'idées, de toute façon, il y a YouTube, hein, il y a assez de chaînes gratuites avec plein de petits tours pour aller chercher. Prends des tours avec un fort impact quand même intéressant. Moi, j'essaye d'avoir toujours des routines qui sont simples à faire, mais qui ont quand même un impact. Parce que si tu commences à leur montrer des routines qui n'ont pas un gros impact, ça va pas les intéresser. Donc moi, dans mon déroulé d'atelier, je leur montre le tour, comme ça ils prennent leur claque, et là, poum, j'arrive à avoir l'attention. Parce que là, tout de suite, ce qu'ils veulent après, c'est avoir le secret. Donc ensuite, je leur donne l'explication. Donc je leur donne l'explication de la technique s'il y a une technique. Ensuite, je leur donne l'explication de la routine. Et ensuite, je les mets en binôme pour les faire travailler ensemble. Voilà. Donc globalement, le temps d'attention chez un enfant, il est quand même très réduit. Il ne faut pas que ça prenne plus entre 10 minutes et un quart d'heure entre la démonstration du tour, l'explication du tour et le fait qu'ils travaillent. Voilà, parce qu'après, ils vont vite s'ennuyer. Donc, il faut très vite que tu repasses sur une autre routine. Euh, de toute façon, tu vas le voir. En fait, tu vas le sentir très vite. C'est eux qui vont te le dire parce qu'ils vont se dissiper. Ils vont commencer à se lever de la chaise, ils vont commencer. Donc là, tu sais que ça y est, tu es arrivé au bout de ta routine, même si bon, elle n'est pas tout à fait au point, c'est pas grave. Tu feras ce qu'on appelle une méthode spiralaire, c'est-à-dire que tu reviendras sur les points qui sont non acquis plus tard. Alors ça, évidemment, c'est si tu t'inscris dans un cycle. Si tu as vendu 1 heure, bon, bah, de toute façon, tu fais ce que tu peux pendant 1 heure, tu essaies de leur donner... T'essayes de les intéresser un minimum, histoire qu'ils soient contents, qu'ils repartent avec une belle expérience, mais de toute façon, tu ne pourras pas aller très loin. Le but, c'est quand même de les inscrire dans un cycle. Donc voilà, tu leur montres une routine, tu leur expliques, tu les fais travailler. Quand tu sens qu'ils commencent à se dissiper un petit peu, boum, tu leur dis, allez, hop, on pose les jeux de cartes, ou on pose le matériel, et je vais vous montrer un autre tour. Et là, boum, tu vas recapter l'attention. Alors pareil, un petit tip que je te donne, moi, quand je leur fais travailler des cartes, moi, j'ai toujours... qu'on en parlera un petit peu plus loin du matériel, mais moi je prends toujours des jeux de cartes bleues et rouges. Et ce qui fait que premier groupe je leur donne un bleu, deuxième groupe un rouge, troisième groupe un bleu, etc. Parce qu'à la base je venais toujours avec les mêmes jeux de cartes, et puis je me suis rendu compte que très vite ils en foutent partout, ils te mélangent tout, et puis après tu sais plus quelle carte va dans quel jeu. Donc là au moins ça te permet d'avoir rouge, bleu, ils peuvent pas les mélanger. Deuxième tip que je te donne, si tu dois faire travailler des cartes, quand tu dois repasser sur un autre tour, tu leur fais ranger les cartes dans l'étui et poser l'étui. Parce que sinon, tu vas voir que pendant que tu es en train de montrer un tour, eh ben, il y en a un qui est en train de bidouiller des cartes, qui est en train de... Donc c'est important d'avoir toute l'attention et d'essayer de leur donner un minimum de distraction quand tu es en train de montrer un tour. Donc tu leur fais ranger le jeu de cartes. En plus, ça marque la fin. Tu vois, ça time en fait. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de ce tour-là, on va passer sur un autre tour. Donc vous rangez les cartes, vous posez l'étui, et maintenant vous me regardez, c'est moi qui interviens. Et boum, tu leur montres un tour. Euh,
Après, bon, des choses toutes bêtes, hein, j'imagine que de toute façon tu t'en rendras compte, mais si tu sens qu'il y a deux éléments un peu perturbateurs, bon, bah, tu les mets pas ensemble. Parce que sinon, évidemment, qu'ils vont te retourner l'atelier, donc tu essayes de les éloigner un maximum. Tu dis, toi, tu viens là. Et puis si tu es dans un nombre impair, essaye de prendre le plus perturbateur avec toi. Comme ça, déjà, lui, il est content, ça va le mettre en avant. Comme c'est un peu un leader, il va être content, il est avec l'intervenant. Donc déjà, ça va le mettre en avant. Il n'aura pas besoin d'en plus se faire remarquer un peu plus. Parce que de toute façon, globalement, sur un atelier enfant, c'est ça qui est le plus dur, c'est gérer les enfants. Euh, donc voilà, donc après, comme je te disais, au niveau du contenu, tu fais un peu ce que tu veux. Il faut que ça soit quand même assez simple, mais avec un impact. Et quelque chose qu'ils peuvent retenir. Alors, tu t'en rendras compte, si tu commences tout de suite, tu verras pas forcément. Mais moi, avec les années, je me suis rendu compte quand même que, et ça, c'est pas que moi qui le pense, j'en ai parlé avec des amis profs, il y a quand même une dégénérescence au niveau des années. Ce qu'on faisait il y a 10 ans avec des enfants, on peut plus le faire aujourd'hui, quoi. Et ils percutent pas aussi vite. Enfin, voilà, ils vont savoir te dire combien il y a eu d'opérations Kim Kardashian, mais ils savent pas faire la différence entre un as de pique et une dame de cœur. Donc ça, c'est important aussi de faire un petit bilan déjà au tout début de cycle. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je prends des cartes, je leur dis, tiens, qu'est-ce que c'est comme carte? Qu'est-ce que c'est comme carte? Et tu te rendras compte qu'il y a plein d'enfants, en fait, qui n'ont même pas un jeu de cartes chez eux. Hein, ils ont toutes les consoles, mais ils n'ont pas un jeu de cartes. Ils savent même pas, ils connaissent même pas les familles des cartes. Voilà, donc ça, c'est important de bien reprendre les bases avec eux. En termes de motricité aussi, j'ai remarqué que voilà, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire avant, des lappings. Là, ça commence à être très compliqué de leur faire juste un lapping ou juste un faux nœud. Voilà, enfin, des choses que nous, on faisait quand on était petit assez facilement. Les nouvelles générations ont un peu plus de mal, quoi. Donc voilà, que ce soit en termes de concentration, en termes de motricité, ou même en termes d'apprentissage, faut pas que la routine soit trop longue et qu'il y ait trop de choses à retenir parce qu'ils vont oublier des éléments. Voilà, donc après ça c'est à toi de t'adapter, hein. De toute façon c'est pas aux enfants de s'adapter à l'adulte, c'est à l'adulte de s'adapter aux enfants et en fonction du niveau du groupe, eh ben, c'est à toi de faire des routines plus ou moins difficiles. Et évidemment il y a les crescendo, normalement tu commences par des choses simples et puis tu vas monter. Si tu as un cycle, le mieux c'est d'arriver à vendre un cycle. Et alors ça c'est à toi de définir après avec ton client qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a comme objectif? Est-ce que c'est juste d'occuper les enfants ou est-ce que c'est de faire un spectacle de fin d'année? En général, ils te diront ça, ils diront bah, nous, on aimerait bien quand même, on paye un intervenant, on aimerait bien qu'il puisse faire un petit spectacle à la fin. Donc, bah, moi, ce que je fais quand j'ai un cycle, on va dire, imaginons, en général, c'est des cycles de 8-10 séances. Euh, enfin, alors, tu peux faire sur un an, mais tu as intérêt d'avoir du contenu quand même. Et puis il faut savoir que les enfants se lassent assez vite quand même. Donc quand tu vas commencer en septembre, il y a des chances qu'arriver vers mars-avril, ils commencent à en avoir marre des ateliers magie. Mais fais un cycle de vacances à vacances, c'est très bien, ou de trimestre. Voilà. Et sur ton cycle, ben, tu vas leur apporter les bases, tu leur montres les tours, tu leur expliques les tours. Et moi, ce que je fais, c'est que arrivé vers la fin du cycle, un peu avant le spectacle, je regarde qui est plus à l'aise avec quoi. Tu verras que de toute façon, ils ont tous des prédominantes différents. Il y en a qui sont plus à l'aise avec les cartes, il y en a qui sont plus à l'aise avec des tours automatiques où il faut retenir des choses, il y en a qui sont plus à l'aise avec des routines à histoire, il y en a qui sont plus à l'aise avec des pièces, d'autres avec des cordes. Et en fait, tu vas prendre le meilleur de chaque discipline, tu vois. Moi, je prends le meilleur, celui qui est le meilleur en routine de cordes. Je lui dis, bon, bah voilà, toi, dans le spectacle, tu feras la routine de cordes parce que c'est quelque chose que tu maîtrises bien. Toi, t'es bon en cartes, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, tu feras cette routine de cartes. Toi, avec les pièces, t'es assez à l'aise, tu feras une routine de pièces. Et puis après, bon, bah, de toute façon, t'as pas besoin de monter un show à la Copperfield, hein, juste tu les fais passer un après l'autre. Et, euh, et voilà, alors faut prendre en compte aussi qu'ils auront la pression. C'est ça qui est fou, c'est que quand tu les as en atelier, ils ont tendance à bouger, à faire les malins. Et quand ils sont en spectacle devant du monde, tout de suite, ils font beaucoup moins les malins. Donc c'est important, si c'est possible, que tu sois là pendant le spectacle pour les rassurer, les accompagner, être à côté. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de leur vendre un cycle, d'être là tout le long du cycle et puis de pas être là pour le spectacle. Donc tant qu'à faire, si tu peux être là pour le spectacle, c'est cool pour les guider, les rassurer. Après, en termes de matériel, ben, tu as deux choix. Soit, s'il y a du budget, tu vends le matériel au client. Donc, soit tu leur dis, bah voilà, écoutez, moi je vous fais des petites box par enfant avec un jeu de cartes, une corde, des jetons de poker, ou enfin, le matériel que tu vas utiliser. Voilà. Et donc,
les enfants, soit les enfants, ou soit l'école ou le centre social, gardera cette box. Alors si vraiment il y a du budget, bah, ça serait une box par enfant. S'il y a moins de budget, bah, ça sera, tu as des groupes de 10 et tu as plusieurs groupes de 10. Bon, bah, tu vends 10 box et puis ils se prêteront les boîtes. En général, ils auront tellement peu de budget qu'il faudra que tu viennes toi avec le matériel que tu fournisses et que tu repartes avec. Donc après, en soi, ça coûte pas très cher hein, d'acheter 12 jeux de cartes, d'acheter quelques mètres de cordes, d'acheter des jetons de poker. De toute façon, il faut pas du gros matériel. Moi, je te déconseille à moins qu'il y ait du gros budget et que tu puisses aller à la limite sur AliExpress, acheter 12 tours que tu leur laisses si vraiment ils veulent payer les tours. Mais sinon, globalement, on part plutôt sur des choses assez simples, des cartes, des pièces, des jetons de poker. Après, tu peux faire des choses même avec des morceaux de papier, des ballons, ça marche très bien si la sculpture sur ballon. Moi, quand je sens qu'ils sont un peu trop, qu'ils commencent à en avoir marre un petit peu de la magie, boum, on part sur la sculpture sur ballon. Donc ça c'est pareil, t'achètes 4-5 pompes, ça coûte pas bien cher, t'as pas besoin de les prendre chez Magic Dream, tu vas à Action, une pompe à ballon ça coûte 1 euro. Ensuite tu prends des paquets de sang de quoi latex et tu leur fais faire un peu de sculpture sur ballon et ça change et ils sont contents, ils repartent avec quelque chose. Et, donc voilà, en termes de matériel, moi je sais que j'ai juste une petite sacoche avec tous mes jeux de cartes. Et puis, bon, bah, quand je vois que les cartes sont mortes, parce que de toute façon, il faut pas rêver, ils vont te les massacrer. Quand je vois que les jeux sont morts, bah, j'en rachète. Et puis voilà, mais c'est pas pour vraiment le prix que ça coûte. C'est pas, ça va, ça peut se faire. Donc voilà, donc bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de voilà, j'essaie de te donner à peu près des informations. Donc pour récapituler, bon, t'as pas forcément besoin de diplôme. Si t'en as un, c'est mieux. Si t'en as pas, de toute façon, le centre qui t'accueille va s'adapter. Au niveau de l'âge des enfants, évite avant 6 ans et travaille surtout avec des primaires à essayer d'avoir des groupes homogènes. Au niveau de ton contenu, il faut que ça soit quand même relativement simple et quand même assez visuel pour les intéresser. Privilégie plutôt de vendre un cycle avec un spectacle à la fin plutôt que de vendre un one-shot. Bah déjà pour une raison simple, hein, c'est que tu vends un cycle ou un one-shot, tu auras fait un rendez-vous. Donc faire un rendez-vous pour 1 heure ou faire un rendez-vous pour 10 heures, bah, voilà, tu as vite compris, la question elle est vite répondue. Au niveau de tes clients, bah ouais, cible surtout les mairies, les centres sociaux. Et puis au niveau du matériel, bah, tu vois avec le budget si tu leur fournis des box ou si tu viens avec le tien que tu récupères à chaque fois. Et voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Normalement, tu as dû télécharger mon livre, mon e-book, Restaurant à volonté. Si c'est pas fait, je te mets un petit lien dans la description. Profites-en, c'est gratuit. Tu as juste à rentrer ton mail et tu recevras ton e-book et assez régulièrement du contenu de ma part. Voilà, je te souhaite une bonne journée. À plus, ciao.